Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous proposons de donner quelques repères, comme l'a dit Cindy tout à l'heure, sur la façon de mobiliser les écomatériaux dans la commande publique. Je rappelle que le support que vous allez voir à l'instant vous sera transmis. Il comporte de nombreux liens hypertextes pour vous permettre d'aller plus loin. Donc, bon, ce que je dirais, ce sera plutôt des commentaires par rapport à ce que vous avez à l'écran. Donc, deux grands chapitres, pourquoi et comment. On commence par le premier sujet, pourquoi intégrer des écomatériaux dans la commande publique, les enjeux, l'impact environnemental et les bénéfices pour les territoires. De quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle d'écomatériaux? Alors, ce sont des matériaux qui doivent répondre à des critères et principes de développement durable. En fait, ils sont techniquement conformes pour la construction, mais ils sont en plus performants sur le plan environnemental. Je vous ai mis un lien. Alors, je ne sais pas s'il a… Oui, voilà. Je vous ai mis un lien vers un exemple de définition des écomatériaux. Et aujourd'hui, nous allons parler de 3 types d'écomatériaux. Les biosourcés, donc issus de la biomasse, le bois, qui est également un biosourcé, mais qui a une place à part, et la pierre, qui est un géosourcé, et aussi considéré comme un écomatériau. Je traiterai ces matériaux sous un angle différent, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes usages, les mêmes problématiques et le même degré d'avancement dans leur mobilisation. Donc, vous verrez, je les traite un par un sous des angles divers. Voici quelques exemples de produits et d'usages pour les 3 catégories de matériaux dont je vais vous parler. Les biosourcés de type chanvre, paille, donc ça donne de la laine de chanvre, du béton de chanvre, de la paille compressée, etc., qu'on utilise pour l'isolation, pour la structure en mixant avec du bois et puis pour la décoration intérieure, par exemple. Le bois, qui, donc, comme je vous le disais, est également un biosourcé, mais qui a une place à part compte tenu de ses très nombreuses applications, ossature de structure, menuiserie, bardage, parement, etc. Et la pierre naturelle, j'insiste bien naturelle et non pas reconstituée, actuellement utilisée à nouveau en éléments structurels dans des constructions aussi bien contemporaines que restauration du patrimoine, pour des bâtiments publics, des bâtiments privés, habitations, logements sociaux, écoles, musées, et également dans les aménagements urbains comme les places et le mobilier urbain. Alors, 3 exemples de réalisation. Le collège Mauboussin dans la Sarthe, j'espère que vous voyez bien ma souris, dont les murs de façade sont composés d'une structure en bois que vous voyez là et d'un remplissage en paille. Ce bâtiment a consommé très peu d'énergie grise lors de la fabrication de l'isolant grâce à une production de blocs de paille en atelier par simple compactage sans aucun traitement chimique. Le deuxième exemple est une halle dans le Rhône, à la Mure. Elle est construite là, vous voyez, avec de la terre de Villebois en piliers monolithes et aussi pour les tuiles. Donc les tuiles sont en pierre et en Douglas du Beaujolais pour la charpente. Et 3e exemple, le lycée Marc Bloch à Sérignan dans l'Hérault. L'objectif de ce chantier était d'utiliser des matériaux simples, peu transformés, d'origine la plus locale possible. Donc, on a utilisé du granit du Cidobre, que vous voyez là en piliers monolithes, qui soutiennent une partie de la toiture. Il y a également des ganivelles en bois qui servent de pare-soleil et des roseaux de Camargue qui sont également en façade. Je vous ai mis là, pour chaque bâtiment, un lien qui renvoie vers un article ou un document qui présente ces 3 exemples. Donc, pourquoi recourir aux écomatériaux dans vos commandes publiques? Le secteur du bâtiment, comme vous le voyez, pèse beaucoup dans la consommation d'énergie et l'émission des gaz à effet de serre. Les priorités au niveau national sont donc de réduire ces niveaux. Et l'enjeu est de contribuer à la réduction de l'impact carbone dans la construction, rénovation et réhabilitation. Quels moyens pour réduire l'impact carbone? La baisse de la consommation d'énergie, aussi bien sur la construction neuve que sur la rénovation. Le choix raisonné des matériaux,
en utilisant des matériaux vertueux dès la conception. Et là, on parle de l'utilisation des écomatériaux qui peut être une des solutions. Ils sont peu énergivores dans leur mobilisation, dans leur mise en œuvre, sur la durée d'usage. Ils sont durables, renouvelables et ils permettent de concilier performance énergétique et technique. Donc, ils ont tout bon. La réduction de l'impact transport en utilisant des ressources locales, c'est possible avec les écomatériaux, et l'optimisation des usages en mutualisant par exemple les usages ou en prévoyant des usages multiples pour un même bâtiment. Je vous propose maintenant un bref rappel législatif. On note une progression vers toujours plus d'incitation à utiliser les biosourcés, mais sans obligation ferme. Par contre, la RE 2020 est une étape importante car elle imposera d'utiliser des matériaux peu émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, la loi croissance verte, pour commencer, a permis d'encourager le recours aux biosourcés. Ensuite, le Code de l'environnement a permis d'exiger des biosourcés. La loi Elan, par la suite, a invité les donneurs d'ordre à utiliser des ressources renouvelables. Je vous ai mis les articles si vous avez besoin de vous y référer. Et enfin, la réglementation énergétique 2020, qui fait suite à la réglementation thermique 2012, elle favorisera l'usage des biosourcés et du bois par la prise en compte de l'impact carbone des matériaux de construction via ce qu'on appelle maintenant l'analyse du cycle de vie. Alors, selon les dernières informations disponibles, les textes de la RE 2020 devraient être publiés à l'été 2021 et s'appliquer au permis de construire de logements neufs à compter du 1er janvier 2022. Je vous ai mis un lien vers un podcast qui donne quelques explications sur la RE 2020 sans être technique. Alors, quels sont les bénéfices pour les territoires à recourir aux écomatériaux? On peut parler d'abord de la structuration de filières et donc de la création d'emplois locaux depuis l'extraction et la production des ressources jusqu'à la construction, en passant par la fabrication des produits, sans oublier le réemploi. C'est aussi la possibilité de trouver des débouchés pour ce qu'on peut considérer comme des déchets agricoles peu valorisés. Là, je parle de la paille. Et enfin, c'est un moyen d'améliorer les sols, par exemple, grâce aux chanvres, qui convient très bien à la rotation des cultures et évite l'appauvrissement des sols. C'est un petit peu, pas forcément le sujet, mais bon, c'est quand même un avantage supplémentaire. J'ai pris l'exemple du granit breton, qui est très intéressant, parce qu'il a eu des retombées très positives sur le territoire. Je pense qu'il y a des Bretons, enfin j'espère en tout cas, parce qu'il y avait des Bretons qui étaient inscrits à ce webinaire. Donc, le granit breton est la première IG matériau sur une pierre naturelle homologuée depuis janvier 2017. Depuis cette date, d'autres pierres ont été homologuées. Je pense notamment à la pierre de Bourgogne et aux pierres marbrières Rhône-Alpes. Un gros travail de valorisation et d'animation a permis de développer très concrètement l'usage du granit breton dans les ouvrages publics avec une communication grand public. Par exemple, sur les chantiers, sur tous les chantiers qui utilisaient le granit breton, il y avait une banderole « Ici, on pose du granit breton ». Voilà, donc, je vous ai mis un certain nombre de liens sur l'indication géographique, sur des échanges d'expériences et sur des réalisations de la page LinkedIn. Alors, un autre bénéfice pour les territoires, l'amortissement très rapide. Concernant le pouvoir isolant des biosourcés, je vous ai mis l'exemple d'une maison avec ses caractéristiques, donc biosourcés et bois, qui a, dont le chauffage avec un poêle à bois a coûté moins de 200 € sur une année, dans une région en Haute-Loire où il y a de vrais hivers. Donc, c'est quand même assez efficace. Un autre bénéfice, la valorisation des chantiers réalisés avec des écomatériaux, surtout si ces matériaux sont locaux, avec un impact positif sur les territoires, notamment auprès des habitants, et l'exemplarité qui renforce l'engagement d'une collectivité qui souhaite développer la construction durable sur son territoire et à proximité. Je vous ai mis un lien vers l'aide à la relance de la construction durable
qui prévoit un accompagnement des collectivités pour financer leurs projets structurants visant à améliorer le cadre de vie des habitants. L'objectif du dispositif est de favoriser la sobriété foncière. On n'est pas trop sur les écomatériaux, mais on n'en est pas très loin quand même. Voilà.